Alors, donc, vérifiez est-ce que j'ai lancé l'enregistrement. Est-ce que Oui, c'est bon? monsieur. Oui, monsieur, il est Oui, bon. c'est bon. Très bien. Est-ce que mon écran est partagé? Pas encore, monsieur. Non, pas encore. Et là? Oui, monsieur. Très bien. C'est bon. Bien, donc, comme je l'avais annoncé la dernière fois, donc après le premier axe que nous avons dédié aux commerçants et aux actes de commerce, et après un deuxième axe que nous avons consacré au fonds de commerce et les différents contrats portant sur le fonds de commerce, on arrive donc au troisième axe, hein, qui traite du droit des sociétés. Bien évidemment, je ne vais pas aborder les problématiques purement juridiques, mais j'ai choisi en fait quelques points qui vont vous intéresser en tant que futur économiste, en tant que futur gestionnaire. Alors, commençons d'abord par définir la société. Alors, la définition de la société est donnée par l'article 982 du DOC. Donc, c'est l'article 982 du DOC. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, ce ne sont pas les lois spéciales sur les sociétés qui définissent la société, mais plutôt l'article 982 du DOC. Alors, il l'a défini comme étant un contrat. Donc, une société, c'est d'abord un contrat dans lequel deux personnes au moins mettent en commun leurs biens ou leur travail, les deux à la fois, en vue de partager les bénéfices qui pourront en résulter. Donc, vous voyez bien que cette définition réunit quatre éléments. D'abord, un contrat, ensuite des personnes, ensuite des biens, et enfin, la volonté de vouloir partager les bénéfices qui pourront résulter de cette société. Alors, contrat, c'est ce que vous appelez, vous, dans le langage courant, dans le langage habituel, les statuts de la société. Les personnes, c'est ce que vous appelez, dans les sociétés de personnes, je reviendrai sur ça, les associés ou actionnaires. Bien, travail ou les deux à la fois, c'est ce que vous appelez apports, les apports. Voilà, capital, tout à fait. Donc, les apports, capital. Et bien évidemment, donc, la volonté de réaliser des bénéfices. Et donc, vous voyez bien que quatre éléments permettent de définir la société. Donc, un contrat, des associés, donc des personnes, des apports, et surtout cette volonté de vouloir réaliser des bénéfices. Et c'est justement ce dernier élément qui permet de distinguer la société des autres personnes morales du genre de l'association, de la coopérative, etc., etc. Donc, on va récapituler. La société, au terme de l'article 982 du DOC, est un contrat par lequel deux personnes au moins mettent en commun leurs biens ou leur travail ou les deux à la fois en vue de partager les bénéfices qui pourront en résulter. Est-ce que c'est bon? Monsieur, ça veut dire quoi DOC? C'est le DOC, c'est le derrière des obligations et contrats. Allô? Oui, monsieur, on vous entend. C'est le derrière des obligations et contrats. Si vous voulez, c'est notre droit civil. Allô? Oui, monsieur. D'accord, monsieur, merci.
Ben, le voici, donc c'est le Dahir formant code des obligations et contrats. Donc, dans son article 982, voilà, vous avez la définition de la société. C'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Merci. Oui, monsieur. Très bien. Alors, maintenant que nous avons défini la société, on va faire la distinction entre sociétés civiles et les sociétés commerciales. Alors, qu'est-ce qu'une société civile? Une société est civile quand elle n'est pas commerciale. Vous me suivez? Oui, monsieur, oui. C'est-à-dire quand on vous dit qu'est-ce qu'une société civile, il n'y a pas en fait de définition pour la société civile. Il suffit de vérifier est-ce qu'elle est commerciale. Si donc vous n'arrivez pas à la qualifier de société commerciale, c'est qu'elle est une société civile. Et une société est commerciale, soit par sa forme, soit par son objet. Donc, on retient deux critères. Donc, soit l'objet, donc une société dont l'objet est commercial est une société commerciale, ou bien c'est sa forme qui fait d'elle une société commerciale. Par exemple, si je vous dis je suis une société anonyme, ou si je vous dis je suis une société à responsabilité limitée, eh ben, plus la peine d'aller vérifier l'objet. C'est la forme qui me donne cette coloration commerciale. Donc, le fait que je sois une société anonyme, ou le fait que je sois une société à responsabilité limitée, fait de moi une société commerciale. Donc, une société qui n'est commerciale ni par sa forme, ni par son objet, est une société civile. Ça va, vous me suivez? Oui, monsieur. En tout cas, par rapport à l'objet, Pardon, monsieur. donc oui, J'ai pas bien compris la forme commerciale. d'accord. Alors, si je prends par exemple la loi 5/96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par action, la société à responsabilité limitée et la société en participation. Alors, si vous lisez l'article 2, vous remarquerez que l'article 2, il prévoit sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés visées au titre 2, 3 et 4 de la présente loi et n'acquièrent la personnalité morale qu'à compter de leur immatriculation au registre de commerce. Donc, l'article 2 fait de la société au nom collectif, de la société en commandite simple, de la société en commandite par action et la société à responsabilité limitée, il les considère d'emblée, d'office, des sociétés commerciales, quel que soit leur objet. Allô? Oui, monsieur, j'entends. On vous attend. C'est-à-dire que quand je dis la société à responsabilité limitée, la société à responsabilité limitée est une forme juridique. Quand je dis la société en participation, c'est une forme juridique. Quand je dis la société en commandite simple, c'est une forme juridique. C'est-à-dire le fait que les associés choisissent la société, choisissent la forme de la société à responsabilité limitée, on ne s'intéresse plus à l'objet. Le fait que je sois une société à responsabilité limitée fait de moi une société commerciale, même si mon objet est un objet civil.
De toute façon, je n'ai pas estimé important de revenir sur la distinction de ce qui est civil et commercial parce qu'on l'a déjà fait. C'est pas grave, je peux me répéter. Droit commercial. Alors, tout à fait au début, en guise de définition d'un acte de commerce, nous avons fait la distinction entre un acte commercial et un acte civil. On est d'accord? Allô? Oui, monsieur. Est-ce que vous vous rappelez? Oui, monsieur. Oui, monsieur, oui. Oui, monsieur. N'est-ce pas? Tout à fait au début, c'est pour ça que j'ai commencé directement le cours sans le rappeler. On a fait la distinction entre ce qui est commercial et ce qui est civil. Et c'est là où nous avons donc, vous avez découvert l'article 6, n'est-ce pas? 7, 8, 9 et 10. De quoi? Du code? Du code de commerce. De code de commerce. Donc, bien évidemment, les articles 6, 7, 8, 9 et 10 nous ont permis de définir, enfin de définir, mais de cerner, d'appréhender ce que c'est qu'un acte de commerce. Autrement dit, si l'acte n'est pas un acte de commerce, eh bien, ça veut dire qu'il est un acte civil. Civil. Voilà, ça veut dire que les articles 6, 7, 8, 9 et 10, ils permettent de définir l'acte de commerce. Et donc, je me réfère à l'objet. Al-gharad. Donc, si l'objet est un objet commercial, la société est commerciale. Si l'objet est civil, la société est civile. Ça va, vous me suivez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est bon. Surtout le Oui, surtout monsieur, oui. qui a posé la question. Oui, Ça monsieur, va, oui, c'est monsieur. bon? Très bien. C'est bon, merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ça veut dire que ce qui est important pour moi, c'est de vérifier l'objet et la forme. Et la forme l'emporte sur l'objet. Donc, si j'ai une forme que la loi considère comme étant une forme commerciale, je n'irai pas chercher l'objet. Mais si la forme n'est pas une forme qui confère à la société la qualité de société commerciale, à ce moment-là, c'est l'objet qui va l'emporter. Est-ce que l'objet est civil ou commercial? Si l'objet est commercial, la société est commerciale. Si l'objet est civil, la société est civile. Est-ce que cette distinction est claire? Oui, monsieur, c'est clair. Oui, monsieur. Donc, on rappelle, donc la société, c'est un contrat par lequel deux personnes mettent en commun leurs biens, leur travail, les deux à la fois, en vue de partager les bénéfices qui pourront en résulter. Alors, on a fait la distinction entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales, et on a dit que la société civile, c'est une société qui n'est pas commerciale, alors que la société commerciale, elle l'est soit par son objet, soit par sa forme. Alors ensuite, à l'intérieur des sociétés commerciales, on va faire une distinction entre les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes. Alors, la première déclinaison, parce que j'ai envie de dire le premier critère, mais finalement ce n'est pas un critère parce que ce n'est qu'un corollaire, le capital d'une société de capitaux est divisé en actions, alors que le capital d'une société de personnes est divisé en parts sociales. Alors, réglons tout de suite une question qui vous intéresse particulièrement, vous, et un peu moins les juristes, c'est que, économiquement parlant et financièrement parlant, il n'y a aucune distinction entre l'action et la part sociale. Donc, la distinction, elle est purement juridique. Je m'explique.
Alors, donc vous avez d'un côté les associés ou bien actionnaires. Donc, dorénavant, vous allez pouvoir faire la distinction entre les deux. Quand on parle d'associé, ça veut dire que je suis associé dans une société de personnes. Et quand on parle d'actionnaire, ça veut dire que je suis associé dans une société de capitaux. Donc, si je suis associé dans une société de personnes, je suis associé. Si je suis associé dans une société de capitaux, je deviens actionnaire. Ça va, vous me suivez? Oui, monsieur. Et vous avez la société. L'associé, il fait un apport à la société. On est d'accord? Donc, je fais un apport à la société. Donc, que je sois associé ou actionnaire, économiquement parlant, financièrement parlant, il n'y a aucune différence. Je fais un apport à la société. Donc, cet apport, vous l'avez appelé tout à l'heure capital. Donc, la société, compte tenu de cet apport qui est fait par l'associé, devient débitrice. Et donc, pour reconnaître à l'associé cet apport, elle met à sa disposition des parts sociales. Si on est dans une société de personnes, ou bien des actions, si on est dans une société de capitaux. Donc, économiquement parlant et financièrement parlant, il n'y a aucune différence. La part sociale ou l'action, c'est un peu la contrepartie ou la reconnaissance de l'apport fait par l'associé à la société. Et que l'on soit dans les parts sociales ou dans les actions, j'ai deux droits. Donc, un droit que je vais appeler un droit politique, mais ça n'a rien à voir avec la politique, c'est-à-dire un droit de vote. Donc, que je sois associé ou actionnaire, j'ai les mêmes droits, donc c'est ce que nous appelons le droit de vote, donc je participe à la vie sociale. Donc, j'ai mon mot à dire, même si les décisions, donc ça on va le découvrir un peu plus tard, les décisions seront prises conformément à ce qui est prévu par la loi, parfois par les statuts et parfois même dans des pactes extra-statutaires. Et j'ai ce que nous appelons le droit pécuniaire, c'est-à-dire de toucher si le résultat est bénéficiaire. Donc, que ce soit la part sociale ou l'action, ce sont des titres de propriété. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un titre de propriété? Ça veut dire que si la société gagne, je gagne. Si la société perd, je perds. Contrairement au titre de créance. Titre de créance. Donc, l'action n'est pas un titre de créance, c'est un titre de propriété. Donc, ne confondez pas titre de propriété et titre de créance. Titre de propriété, ça veut dire que je suis le résultat. Si le résultat est bénéficiaire, donc j'aurai des dividendes. Si le résultat est déficitaire, je n'aurai rien. Donc, cette volonté de vouloir réaliser des bénéfices veut également dire assumer ma part. Donc, si le résultat est déficitaire, donc j'assume ma part dans ce déficit. Si je veux éviter ça, je n'ai qu'à être actionnaire, qu'à être un créancier. Donc, j'achète un titre de créance plutôt qu'un titre de propriété, parce que dans un titre de créance, que la société gagne ou que la société perd, moi je gagne. Ça va, vous me suivez? Oui, monsieur. Monsieur. Donc, voilà, donc quand on parle du titre de propriété, on est dans les actions et dans les parts sociales. Et quand on parle du titre de créance, on est dans, donnez-moi un exemple de titre de créance, si vous avez une idée. Alors, pour les titres de propriété, c'est action aux parts sociales. Pour les titres de créance, par exemple, une obligation est un titre de créance. Donc, au lieu d'acheter une action, j'achète une obligation. Donc, la différence entre les deux, c'est que quand j'achète une action, j'achète un titre de propriété. Quand j'achète une obligation, j'achète un titre de créance. Mais la conséquence n'est pas la même. Dans un titre de propriété, je suis un peu le dividende, donc ça dépend du résultat.
Alors que quand j'achète une obligation, donc j'achète un titre de créance, et donc je dissocie ma rémunération du résultat de l'entreprise. Que l'entreprise soit déficitaire ou bénéficiaire, j'aurai ma rémunération. Enfin, pour vous, pour les futurs financiers, cette rémunération, on l'appelle un coupon. La rémunération d'une obligation, on l'appelle coupon. Et le coupon, c'est-à-dire que c'est la valeur nominale de l'obligation fois le taux nominal. Bon, vous verrez après que ce taux nominal, on l'appelle aussi un taux facial. Monsieur, Oui, celui qui achète des obligations ou des titres de créance, il n'a pas le droit de voter ou le pouvoir de voter. non, non, il n'est pas parce que dans votre bilan, donc là nous parlons le même langage, dans votre bilan, le droit de vote se limite au capital. Parce que si vous achetez vos obligations, vous serez un peu ici. Vous serez dans les dettes de financement. Parce que dans les dettes de financement, vous avez deux types de dettes de financement. Vous avez les dettes auprès des établissements de crédit. Et vous avez ce que nous appelons les emprunts obligataires. Emprunts obligataires. Donc, si vous achetez des obligations, vous êtes ici. N'est-ce pas? Pour avoir un droit de vote, il faut être ici. Alors maintenant, votre question est pertinente parce que les emprunts obligataires ou les obligations, donc ça ne court pas la rue, donc il faut être une société de capitaux. Et dans ces sociétés de capitaux, on prévoit, au-delà des assemblées générales qu'on va découvrir un peu plus tard, les assemblées générales où vous avez l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire. Pour les obligataires, nous avons ce que nous appelons les assemblées spéciales. Les assemblées spéciales. Donc, ils ont le droit, en tant que créanciers, de se réunir, mais en tant qu'obligataires pour prendre un certain nombre de décisions. Mais ce sont des décisions qui doivent obligatoirement se mettre à l'Assemblée générale. Et c'est là où on vote pour ou contre. Dans les assemblées spéciales, on ne fait que des propositions. Je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, monsieur, j'ai bien compris. Merci beaucoup. Merci. Donc ça dépend de votre statut. Si vous êtes associé, donc vous avez le statut de, on va dire, par abus de langage, vous êtes propriétaire. Donc vous avez un droit de vote, vous avez un droit de toucher des dividendes. Mais si vous êtes obligataire, vous êtes créancier. Et parce que vous êtes créancier, donc vous défendez vos intérêts dans le cadre de ce que nous appelons des assemblées spéciales. Et ces assemblées spéciales, ils sont là pour défendre les intérêts des créanciers, mais toujours sous le contrôle des assemblées générales. Ça veut dire que ce sont les assemblées générales, finalement, qui prennent les décisions en assemblée générale ordinaire ou, là, je voulais mettre extra. Donc, assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. Ça dépend de la nature de la décision à prendre. Vous verrez après les critères qui permettent de départager quand est-ce qu'on prend la décision à l'Assemblée générale ordinaire et quand est-ce qu'on la prend en Assemblée générale extraordinaire. Ça va, c'est bon? Monsieur, Oui. les actionnaires ont le droit de voter et de prendre la décision au sein d'une réunion et d'avoir les dividendes. Oui. Tout à fait, tout à fait. Et qui a les obligations, il n'a pas le droit de prendre des décisions et de voter et il est toujours le gagnant, on peut dire. Oui, enfin, gagnant parce qu'il aura son coupon, quel que soit le résultat de l'entreprise. Après, tout ce qu'il peut faire, soit positif ou négatif, il est toujours le gagnant. Tout à fait. J'ai par exemple, j'ai placé 100 dirhams dans votre entreprise. Vous m'avez promis du 10%. Chaque année, j'ai mes 10. N'est-ce pas? Après, il va falloir me rembourser les 100. Donc, remboursement des 100. Le remboursement des 100, ça va dépendre du contrat. Est-ce que c'est un remboursement par annuité constante?
par annuité constante. Est-ce que le remboursement se fait par amortissement constant? Ou est-ce que le remboursement se fait in fine? Mais les 10, j'aurai toujours, chaque année, j'aurai les 10. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez 100 et 10% sur 5 ans. Et sur 5 ans, le remboursement se fait, allez, je prends le schéma le plus simple, amortissement constant. Je ne sais pas, est-ce que vous faites la distinction entre amortissement constant et annuité constante? Allô? Monsieur, l'amortissement, c'est l'annuité, non? Non, est-ce que vous faites la distinction entre annuité constante et amortissement constant? Oui ou non? Non, mais c'était quoi le... Non, non, monsieur. Non. D'accord. Non, Alors, si je monsieur. vous dis, vous avez acheté une obligation qui vaut 100, la rémunération c'est 10%, la durée c'est 5 ans, et le remboursement se fera par amortissement constant. Alors, quand je vous dis amortissement constant, ça veut dire que je prends les 100, je divise par 5, ça veut dire que chaque année, je rembourse 20. Donc, ce qui est constant, ce n'est pas l'annuité, ce qui est constant, c'est l'amortissement. Vous suivez? Allô? Oui, monsieur, oui, oui. Allô, allô, allô. Oui, monsieur. On veut l'entendre. Donc, il faut, voilà, il faut pas confondre donc l'annuité, parce que pour déterminer l'annuité, donc vous passez par votre tableau. Donc, vous avez l'année, vous avez le capital restant dû, vous avez l'intérêt, vous avez l'amortissement, vous avez l'annuité. Alors, la première année, j'ai un capital que je n'ai pas encore remboursé. Je paye 10%, donc l'intérêt c'est 10. L'amortissement, il est constant, il est de 20. Donc l'annuité, il est de 30. Donc ce n'est pas l'annuité qui est constante, c'est l'amortissement qui est constant. La deuxième année, à partir du moment où j'avais un CRD de 100 et j'ai remboursé déjà 20, donc je passe à 80. Donc l'intérêt, il passe à 8. L'amortissement étant toujours constant, l'annuité, il passe à 28. La troisième année, 80 moins 20, donc 60. L'intérêt passe à 6. L'amortissement étant constant, je paye 26. Quatrième année, je passe à 40. Intérêt 4. Amortissement constant, 24. Et la dernière année, je passe à 20. Intérêt 2 et 22. Donc, au fil des 5 années, donc j'ai remboursé donc 1, 2, 4, 5, j'ai remboursé les 100. N'est-ce pas? Et chaque année, le créancier a des intérêts. Donc, la première année, il aura 10, la deuxième année, il aura 8, la troisième, il aura 6, 4 et 2. Ça va, vous me suivez? Oui, monsieur. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on détermine pour un créancier sa rémunération. Donc, on lui rembourse les 100 parce qu'il nous a prêté les 100. Et comme la formule retenue, c'est un amortissement constant, donc je divise les 100 par 5 et j'ai 20. Donc 20 reste toujours le montant fixe de l'amortissement. Et comme au fil des années, je rembourse donc les 20, le capital restant dû, il passe de 100 à 80, puis il passe à 60, puis il passe à 40 et 20. Et comme le taux d'intérêt, c'est 10%, donc c'est 10% sur le capital restant dû. La première année, c'est 10, la deuxième, c'est 8, la troisième, etc., etc. Ça va? Oui, monsieur. Allô? Très bien. Alors maintenant, si on vous dit c'est 110%, mais c'est l'annuité qui est constante, donc là, ça change. Donc vous prenez votre axe temps, moins 100, et chaque année, vous avez A, et A, 1, 2, 3, 4, 5. Donc la durée, c'est toujours 5 ans. Alors, donc, votre capital qui est de 100, A multiplié par 1 moins 1 plus I à la puissance moins 5 sur I. Donc, C, c'est 100.
I, c'est les 10%. La durée, c'est 5. Et vous aurez votre A. Donc, une fois que vous avez votre A, vous la fixez dans votre tableau. Et donc, cette fois-ci, c'est l'annuité qui est constante. Ce n'est pas l'amortissement. Donc, plus l'intérêt. Donc, comme l'annuité est constante, vous remarquerez que dans votre tableau, les intérêts baissent et l'amortissement augmente. De manière à ce que vous ayez toujours la même annuité. Et si on vous dit, amortissement in fine, donc avec les mêmes conditions, donc 110%, 5 ans, mais cette fois-ci l'amortissement est in fine. Donc dans votre tableau 1, 2, 3, 4 et 5, vous avez capital restant dû. Le restant dû ne change pas. Parce que le remboursement est un remboursement in fine. Donc, intérêt, ça sera 10, 10, 10, 10, 10. Amortissement, 0, 0, 0, 0 et 100. Donc, je l'amortis d'un seul coup. Ça veut dire que l'annuité, la première année, elle est de 10, la deuxième 10, troisième 10, quatrième 10 et la dernière 110. Ça va, c'est bon? Bon, je ne suis plus dans le droit, donc ça c'est un peu des rappels de maths phi. Je pense que vous avez assisté à un cours de maths phi, hein, Oui, monsieur. n'est-ce pas? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Mais c'est pas grave. Donc c'était un rappel, et quand le rappel est fait par un juriste, je pense que ça devient plus clair, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Ah. Donc vous voyez, quand on n'est pas financier, on est simple. Et avec un minimum de simplicité, les choses apparaissent un peu plus évidentes. OK? Alors, pourquoi je vous en parle? Je vous en parle. C'est pas grave, ça ne me dérange pas de faire des parenthèses. Il n'y a pas d'ouvrir des parenthèses. À partir du moment où c'est utile pour vous, il n'y a pas de souci. Donc, je voulais juste vous dire que quand on parle de part sociale et d'action, économiquement parlant et financièrement parlant, il n'y a aucune différence. Mais il y a une petite différence sur le plan juridique et donc c'est pour ça qu'on fait la distinction entre part sociale et action. Donc là, je vous ai expliqué sur le plan économique et sur le plan financier que les parts sociales ou les actions sont un peu la contrepartie ou la reconnaissance par la société des apports qui sont faits par les associés. Nous avons quand même ouvert une petite parenthèse pour la distinguer des titres de créance. Donc après, au fil des cours, vous comprendrez qu'il y a d'autres titres de créance. Il n'y a pas que les obligations. Vous avez aussi les bons de société de financement. Vous avez aussi les billets de trésorerie. Vous avez les certificats de dépôt négociable. Vous avez les titres émanant d'une opération de titrisation. Donc, en tout cas, au fil des semestres, vous allez les découvrir. Mais les titres de propriété, on ne va pas peut-être aller les chercher. Il n'y a que les parts sociales et les actions. Voilà. Alors, donc je disais, la société de capitaux, l'élément le plus important dans une société de capitaux, c'est le capital social, c'est-à-dire si je vous propose d'être associé dans une société de capitaux, c'est que je suis en train de vous dire, c'est votre argent qui m'intéresse, c'est pas vous. Par contre, si je vous dis, allez, on va créer par exemple une société au nom collectif, je suis en train de vous dire, ce n'est pas votre argent qui m'intéresse, c'est vous. Donc, dans une société de personnes, la toile de fond, l'élément le plus important, c'est la personne elle-même, indépendamment de l'apport qui est fait. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle des sociétés de personnes. Ça veut dire que la considération la plus importante, c'est la confiance mutuelle que se font mutuellement les associés. Par contre, si je vous propose une société de capitaux, donc je suis en train de vous dire sans embâche que ce qui m'intéresse, ce n'est pas vous, ce qui m'intéresse, c'est votre argent. Et donc, il fallait qu'il y ait quand même la conséquence de cette considération, parce qu'on est dans une société de capitaux, donc l'argent est plus important que la personne, et donc le capital est divisé en actions. Par contre, parce que la personne est déterminante, la personne est importante, on ne parle pas d'action dans les sociétés de personnes, on parle plutôt de part sociale. Maintenant, il y a quand même une forte dose de théorie dans ce que je viens de dire, pour rendre la chose plus simple.
Pourquoi on parle d'action? Eh bien, on parle d'action parce que l'actionnaire est libre. Oui, Monsieur, oui, monsieur, oui. c'est quoi la différence entre action et part sociale, juridiquement parlant? Justement, c'est ce que je vais vous expliquer, c'est-à-dire que vous l'avez compris sur le plan économique et sur le plan financier, donc c'est la contrepartie de l'apport qui est fait par l'associé. Alors, quand on parle d'action, ça veut dire que l'action est libre. Il peut faire, avec cette action, il peut faire ce qu'il veut. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont librement cessibles. C'est-à-dire, je peux les céder, je peux les donner, je peux les échanger, je peux les transmettre sans avoir à demander l'avis aux autres actionnaires. Donc, il y a une certaine liberté. Quand je dis je suis actionnaire, on en déduit que vous êtes titulaire d'actions et que vous pouvez disposer librement de vos actions. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez les donner, vous pouvez les échanger, vous pouvez les vendre. Et bien évidemment, en cas de décès, vous pouvez les transmettre. Donc, quand on parle de part sociale, même si économiquement parlant et financièrement parlant, on est dans la même chose, juridiquement parlant, je suis en train de vous dire que je n'ai pas la main sur les parts sociales. Ils ne sont pas librement cessibles. Si je veux les céder, je dois demander quand même l'accord des autres associés. Donc, la différence, juridiquement, la différence entre action et part sociale, c'est que l'action, elle est librement cessible, alors que la part sociale, elle ne l'est pas. La part sociale n'est pas librement cessible. Pour la céder, il faut que je demande l'accord, n'est-ce pas? Il faut demander l'avis des autres associés. Ça va? Oui, monsieur, merci. Oui, monsieur, c'est clair. C'est bon? Très bien. Alors, un autre élément, et c'est peut-être l'élément le plus important, parce que le reste, à la limite, sauf dans certaines formes juridiques où on reste quand même associé à vie, c'est-à-dire si les associés ne sont pas d'accord pour que je cède mes parts sociales, donc je reste associé malgré moi. Donc on est vraiment dans des mariages catholiques, dans certaines formes juridiques, particulièrement dans la société en nom collectif, où il va falloir requérir l'accord l'accord unanime, hein, de tous les autres associés. Dans les autres cas, il y a quand même des solutions de rechange. Par exemple, dans la SARL, si les associés ne sont pas d'accord, donc la loi a mis en place un dispositif qui va permettre aux associés de trouver une solution. Donc, il y a toujours une solution quand je suis partant. Mais le plus important, et c'est ce qu'il faut savoir, c'est que dans les sociétés de capitaux, la responsabilité des actionnaires, il est limitée à leur apport. Alors que dans les sociétés de personnes, la responsabilité, non seulement elle est illimitée, mais elle est également solidaire. Je m'explique. Alors, nous sommes actionnaires, donc actionnaires, dans une SA. Alors, je ne vous apprends rien, mais le minimum d'actionnaires dans une SA, c'est 5. Donc, imaginons A, B, C, D et E. OK? Alors, A, il fait un apport de 100 dirhams. B, il fait un apport de 1000 dirhams. C, il fait un apport de 10 000 dirhams. D, il fait un apport de 100 000 dirhams. Et E, il fait un apport de 1 million de dirhams. Ça va, vous me suivez? Allô? Oui, monsieur. Allô. Oui, monsieur, on vous entend. Très bien. Très bien. Et donc, vous avez donc des dirigeants. Allez, je prends le schéma le plus simple. On est dans un conseil d'administration. Et donc, dans ce conseil d'administration, donc notre comptabilité n'est pas régulière, donc on ne paye pas les impôts à temps. Et donc, l'administration fiscale, il nous réclame, par exemple, 1 million 200. Ça veut dire qu'il faut qu'on paye à l'administration fiscale 1 million 200. Alors, l'administration fiscale, donc après une mise en demeure, etc., il nous attaque en justice. Donc, action en justice.
Alors, il y a une action en justice, bien évidemment, d'abord contre la société. Si l'administration fiscale n'arrive pas à recouvrer les 1 200 000 dirhams, n'est-ce pas? Elle ne peut pas se retourner contre les actionnaires. C'est-à-dire, je ne peux attaquer que la société, je ne peux pas attaquer les actionnaires. Donc, j'attaque la société, je n'arrive pas à récupérer mon argent, je mets par exemple en vente, comme on l'a vu la dernière fois, je mets en vente le fonds de commerce de cette société. Alors, en mettant en vente le fonds de commerce de la société, A, dans le pire des cas, il va perdre 100 dirhams. Et B, il va perdre 1000 dirhams. C, il va perdre 10 000 dirhams. D, il va perdre 100 000 dirhams. Et E, il va perdre 1 million de dirhams. C'est-à-dire que chaque actionnaire n'est responsable que dans la limite de son apport. Celui qui apporte 100 dirhams, il est responsable à hauteur de 100. Et celui qui fait un apport de 1 million de dirhams, il est responsable à hauteur de 1 million. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une responsabilité limitée. Est-ce que vous me suivez ou pas? Oui, monsieur. Voilà. Ça veut dire que chaque actionnaire n'est responsable que dans la limite de son apport. Par exemple, E ne peut pas dire à A, je ne peux pas quand même supporter 1 million de dirhams, vous allez mettre de l'argent dans la société pour que l'on puisse payer 1 million de 200. Tant pis pour eux. Eux, si on vend la société, eh ben, eux, il va perdre 1 million de dirhams au moment où A ne va perdre que 100 dirhams. Ça va? Oui, monsieur. Monsieur, donc on parle d'une Oui. société frère, n'est-ce pas? Là, je dis l'exemple d'une SA. Ah, d'accord. Mais le raisonnement est valable aussi pour la SARL. D'accord. Allô? Oui, monsieur. Voilà, ce raisonnement, il est aussi vrai, il est valable pour la SARL. Alors, si par contre, je vous dis, nous sommes associés dans une société en nom collectif, qui est une société de personnes. Là, la responsabilité illimitée et solidaire. Alors, je vais vous expliquer les deux. Qu'est-ce que ça veut dire illimité? Qu'est-ce que ça veut dire solidaire? On est par exemple, parce que là, le minimum c'est 2, on est A, B et C. A, il fait un apport de 100 dirhams. B, il fait un apport de 10 000 dirhams. Et C, il fait un apport de 100 000 dirhams. Alors, donc, l'administration fiscale, donc le même problème, nous attaque en justice et il nous réclame, je dis n'importe quoi, 1 million de dirhams. Alors là, le problème, c'est que l'administration fiscale, donc, il peut attaquer la SNC, il peut attaquer la SNC, il peut attaquer A, il peut attaquer B, il peut attaquer C. Comme il peut choisir A, il attaque en justice. Donc l'administration fiscale peut choisir A, il attaque en justice. Pourquoi? Parce que A est solidaire. C'est ça le sens de la solidarité. La solidarité, ça ne veut pas dire qu'on va diviser par 3. La solidarité, ça veut dire que A, il va payer pour les autres. Vous me suivez? Oui, monsieur. Et quand il va attaquer A, qui pourtant n'a fait qu'un apport de 100 dirhams, il va lui réclamer 1 million de dirhams, quitte à vendre sa maison, quitte à vendre sa voiture, quitte à vendre tous les biens dont il est propriétaire. Pourquoi? Parce que sa responsabilité, elle est illimitée. Sa responsabilité n'est pas limitée. Voilà, la responsabilité. Contrairement aux sociétés de capitaux, la responsabilité est limitée à l'apport. Dans les sociétés de personnes, la responsabilité est limitée, c'est-à-dire on peut vous attaquer, on peut vous poursuivre sur les biens, vos biens personnels. Et on peut choisir l'un des associés, on l'attaque en justice, et donc et là c'est un peu le langage de juriste, il va renoncer à son droit de discussion, il va renoncer à son droit de division. On ne divise pas, on ne discute pas, enfin on ne discute pas, c'est-à-dire je ne vais pas vous dire
Mettez d'abord en vente les biens de la société. Et si vous n'arrivez pas à récupérer votre argent, à ce moment-là, vous pouvez m'attaquer en justice. Je n'ai pas le droit de vous dire ça. Donc ça, on l'appelle en droit le droit de discussion. Comme je ne peux pas vous dire c'est 1 million de dirhams, et ben on divise par 3, comme on est 3 associés, je vous paye le tiers et vous réclamez les 2 tiers aux autres. Je ne peux pas vous le dire. Je passe à la caisse, je paye 1 million de dirhams et à ce moment-là, je peux intenter une action en justice contre mes 2 autres associés pour qu'ils supportent avec moi, n'est-ce pas, cette charge fiscale. Est-ce que vous me suivez ou pas? Oui, monsieur, on est avec Oui, vous. monsieur. Oui, clair. Oui, mais est-ce que le plus important, est-ce que vous avez compris le principe? Oui, monsieur, c'est clair. Très bien. Donc, quand on dit responsabilité illimitée, ça veut dire que la responsabilité de l'associé dépasse l'apport. Et quand on dit solidaire, ça veut dire qu'il y a une solidarité entre les associés. Autrement dit, s'il y a une action en justice contre un associé, eh bien l'associé, il renonce à son droit de discussion, il renonce à son droit de division, et donc il paye pour les autres, à charge pour lui de se retourner contre les autres associés. Voilà, si vous voulez, les 3 idées maîtresses à retenir dans cette distinction entre les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes. Dans les sociétés de capitaux, le capital est divisé en actions, alors que dans les sociétés de personnes, le capital est divisé en parts sociales. La particularité de l'action, c'est qu'il est librement cessible, alors que la part sociale, elle ne l'est pas. Et le plus important, c'est que dans les sociétés de capitaux, la responsabilité des associés, des actionnaires est limitée au montant de l'apport, alors que dans les sociétés de personnes, la responsabilité, elle est illimitée, mais elle est également solidaire. Bien, donc après ce bref rappel, parce que vous n'êtes pas des juristes, donc je n'entre pas dans des considérations purement juridiques. Donc, nous avons défini la société en nous référant à l'article 982. Donc, nous avons retenu 4 choses, 4 petites choses, le contrat, les personnes, les biens et les bénéfices. Donc, il faut qu'il y ait un contrat, il faut qu'il y ait des personnes, il faut qu'il y ait des apports, et il faut qu'il y ait cette volonté de vouloir réaliser les bénéfices. Ensuite, nous avons fait la distinction entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales. Et on a dit qu'une société est une société civile. Bon, peut-être je vais vous donner quelques exemples avant de passer à la SARL, ou alors je vais placer donc les sociétés dans leurs familles respectives. Quand on dit SA, c'est ici. On est dans une société de capitaux. Quand on dit société en commandite par action, on est dans les sociétés de capitaux. Quand on dit société en nom collectif, on est dans les sociétés de personnes. Quand je dis société en commandite simple, je suis dans les sociétés de personnes. Et la SARL, je vais la mettre entre les deux. Pourquoi? Parce que le capital est divisé en parts sociales. Ces parts sociales ne sont pas librement cessibles, mais la responsabilité est illimitée. Voilà. Et toutes ces sociétés, ce sont des sociétés commerciales. Il reste une dernière forme, je vais la mettre ici. Voilà, entre les sociétés commerciales et les sociétés civiles, nous avons une autre forme, c'est la société en participation. En tout cas, ça reste le seul cas. Si l'objet est commercial, la société est commerciale. Si l'objet est civil, la société est civile. Donc, c'est l'objet est commercial, la société est commerciale. Si l'objet est civil, la société est civile. En tout cas, quand je dis si l'objet est commercial, vous l'avez deviné, c'est article 6, 7, 8, 9 et 10. On est d'accord? Allô? Ça va, c'est bon?
Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette introduction? En tout cas, je reconnais que c'est une introduction très brève parce que je ne m'adresse pas à des futurs juristes et donc je n'entre pas dans d'autres considérations. Le plus important pour vous, d'arriver à définir la société, d'arriver à faire la distinction entre une société commerciale et une société civile. Alors, peut-être pour les sociétés civiles, je vais vous donner juste quelques exemples. Alors, par exemple, vous avez 3 médecins. Trois médecins qui ont décidé de monter une clinique. Alors donc, bien évidemment, s'ils ne font pas d'acte dont l'objet est un objet commercial, donc ils vont dispenser des soins de santé, et donc dispenser des soins de santé, c'est un acte civil, n'est-ce pas? S'ils ne font pas d'importation de matériel médical, etc., et ben, dans une clinique, qu'est-ce qu'on fait? On dispense des soins. Et donc, dispenser des soins, c'est un acte civil. Donc, logiquement, s'il crée une société, ben, cette société est une société civile. Vous me suivez? Mais il faut faire attention parce que si ces 3 médecins vont voir une fiduciaire et la fiduciaire choisit la forme d'une SARL, ben, il va devenir une société commerciale par quoi? Par forme. Par forme. Par la forme. Donc, il faut faire attention. Donc, si vous êtes consulté par des amis, des membres de la famille qui veulent créer des sociétés, il faut toujours se poser la question par rapport au choix de la forme juridique ou de se poser la question par rapport à l'objet. Donc, il est clair que 3 médecins qui veulent monter une affaire, donc, qui prend la forme généralement d'une clinique, l'acte est un acte civil, donc il faut qu'il crée une société civile. Mais si par ignorance, ou par inadvertance, ou par négligence, ou par indifférence, ils choisissent une forme commerciale, ben la société, même si l'objet est un objet civil, ben la société va devenir une société commerciale. Avec bien évidemment toutes les conséquences qui vont en découler, parce que si je vous dis société civile ou société commerciale, ça nous renvoie un peu à notre première ou deuxième séance, quand on parlait de... non, c'est pas la deuxième, c'est la 3e séance, quand on parlait des obligations du commerçant, donc en termes d'ouverture d'un compte, en termes de tenue de comptabilité, en termes d'immatriculation au registre de commerce. Donc, la principale obligation, c'est l'immatriculation au registre de commerce. Donc, au moment où la société commerciale a l'obligation de s'immatriculer au registre de commerce, une société civile n'a pas cette obligation. Ça va, vous me suivez? Donc, en tout cas pour vous, en tant que futurs économistes et surtout ceux d'entre vous qui se projettent dans le monde de la finance, dans certains montages financiers, ne soyez pas choqués dans quelques années si vous voyez que certains groupes ils choisissent la forme, ils choisissent les sociétés civiles. Parce que justement, la société civile n'a pas l'obligation de s'immatriculer au registre de commerce. Donc, si vous voulez vraiment ne pas communiquer sur la liste des associés. Donc, si vous voulez que cela ne se sache pas par les autres, eh bien, vous n'avez qu'à choisir la forme d'une société civile parce qu'avec une société civile, personne ne saura la morphologie de votre capital et surtout, personne ne saura l'identité des associés. Donc, si on veut vraiment cacher l'identité des associés, eh bien, il n'y a pas mieux que la société civile puisqu'on n'a pas l'obligation de l'immatriculer au registre de commerce. Par contre, une société commerciale n'a pas le choix. Dans une société commerciale, il faut une immatriculation au registre de commerce. Donc, quiconque voudrait avoir l'identité des associés, il n'aura qu'à le demander, puisque donc l'information est disponible au tribunal de commerce. Donc, la société civile, elle répond quand même à un certain nombre de contraintes d'ordre, comment dire, par souci de commodité dans certains groupes de sociétés. Donc, ne soyez pas choqués si dans quelques années, vous travaillez pour le compte d'un groupe et vous constatez qu'ils ont choisi à l'intérieur du groupe certaines formes qui, pour le moins curieuses, en l'occurrence la société civile. Et parce que justement la société civile offre, en plus de cette question de la non-communication sur l'identité des associés, elle offre d'autres
comment dire, d'autres commodités que les sociétés commerciales n'offrent pas. Par exemple, il y a une souplesse au niveau des prises de décision, il y a une souplesse dans la désignation des dirigeants, etc. Contrairement aux autres sociétés commerciales où il y a une forte immixtion, et c'est une immixtion même musclée de droit dans les affaires des associés. Par exemple, dans une SARL, c'est la loi qui impose aux associés les modalités de prise de décision. C'est la loi qui impose aux associés les modalités de désignation des dirigeants. Idem pour les sociétés anonymes. Donc, il y a un formalisme juridique, il y a une rigidité du droit de société qui fait que très souvent, certains associés ils trouvent dans la société civile leur havre de paix, comme on dit. Voilà. Alors, on va commencer par la forme juridique la plus courante au Maroc. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par la société à responsabilité limitée. Donc, on va la travailler de manière à ce que vous ayez le maximum d'idées, le maximum de connaissances, le maximum d'outils, et pourquoi pas le maximum de skills pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans une société à responsabilité limitée et d'avoir le maximum, le maximum. Et pour ça, je vais encore une fois être simple. Alors, la société à responsabilité limitée a une nature juridique mixte. D'ailleurs, on parle de société hybride. Je vais l'écrire hybride. Alors, hybride parce qu'elle ressemble, elle est à la fois, ça dépend du contexte. Par exemple, le droit fiscal, si vous avez fait un peu de fiscalité, alors pour le droit fiscal a tranché. La société à responsabilité limitée est une société de capitaux. Et donc, c'est l'IS. Donc, la société à responsabilité limitée ne peut pas opter pour l'IS, elle est passible de l'IS. Contrairement aux autres sociétés de personnes, si vous avez fait une petite introduction à un cours de droit droit, vous ne faites pas de droit fiscal, vous faites la fiscalité tout court. Donc, certainement, dans votre introduction, dans le champ d'application de l'IS, vous avez traité la question. Donc, les sociétés de personnes, c'est l'IR, les sociétés de capitaux, c'est l'IS. Je ne sais pas, est-ce que vous avez abordé cette question? Ou pas encore? Allô? On a fait ça en comptabilité de société. Très bien. Très bien, excellent. Donc, peut-être, c'est pas grave. Peut-être un petit rappel, parce que l'abondance de biens ne nuit pas. Donc, je suis une société. Si je suis une société de capitaux, c'est l'IS. Donc, je ne réfléchis pas, c'est l'IS. Si je suis une société de personnes, alors je vais quand même poser une question sur la qualité des associés. Est-ce que parmi les associés, il y a une personne morale? Si parmi les associés, il y a une personne morale, c'est l'IS. Si tous les associés sont des personnes physiques, c'est l'IR. Et parce que je suis passible de l'IR, il y a une option. Je peux, sur option, choisir l'IS. Je ne sais pas, est-ce que le schéma est clair? Allô? Allô, allô, allô? Donc, dans une société de capitaux, je ne réfléchis pas. Dans une société de capitaux, c'est l'IS. Par contre, si je suis une société de personnes, je dois vérifier est-ce que parmi les associés, il y a une personne morale. Donc, il ne faut pas croire que quand je dis la société est une société de personnes, qu'il n'y a que des personnes physiques. Il y a des personnes physiques ou des personnes morales, même si la société est une société de personnes. Donc, le mot personne, ça ne veut pas dire la personne physique. Il peut s'agir d'une personne morale. Donc, si dans la société, il n'y a que des personnes physiques, ben c'est l'IR. Mais s'il y a au moins un associé personne morale, c'est l'IS. Est-ce que c'est bon? Allô, allô, allô? Très bien.
Donc, quand je dis juridiquement, la société est une société à une nature juridique mixte parce que c'est une société hybride, donc elle s'assimile à une société de capitaux, il faut faire attention parce que ça dépend des contextes. Là, j'ai pris un contexte où on a tranché. La SARL est une société de capitaux, en l'occurrence le droit fiscal. Alors, pourquoi c'est une société, enfin, pourquoi c'est une société de capitaux, pourquoi on l'assimile à une société de capitaux? Parce que la responsabilité des associés, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, est limitée au montant de l'apport. Bon, ne prêtez pas attention au numéro de l'article parce que ce n'est pas important pour vous. La responsabilité des associés est limitée au montant de l'apport. Alors, une autre particularité qui fait de la société à responsabilité limitée une société de capitaux, c'est que la société est complètement indépendante de la personne, de l'associé. Autrement dit, la société n'est pas dissoute par la mort, par l'incapacité ou par la déchéance de l'associé. C'est-à-dire, si l'associé décède, s'il est incapable, donc là, vous vous rappelez de l'incapacité de la déchéance. Donc, je pense, deuxième ou troisième séance, on a parlé de l'incapacité pour les mineurs, n'est-ce pas? Pour les Oui, incapables monsieur. majeurs, le prodigue. Vous vous rappelez de ça? Oui, monsieur. Donc, C'est limite c'est à pas la peine l'exercice d'ouvrir du des commerce. parenthèses. Très bien, excellent. Donc, il n'y a aucun impact si l'associé décède, si l'associé est déclaré incapable ou s'il a été déclaré déchu, ben, il n'y a aucun impact sur la société. La société continue à exercer l'activité normalement sans que cela ne l'impacte. Donc, il y a une étanchéité entre la personne morale, la SARL, et l'associé. Et parce que, effectivement, la loi 596, donc il va falloir retenir cette loi, parce que c'est cette loi qui traite bon, je vais peut-être traiter la chose de façon plus élégante. Alors, quand on parle de droit des sociétés, je pense qu'il fallait traiter la question tout à l'heure, mais c'est pas grave. Quand on parle des droits, le droit des sociétés. Alors, nous avons un texte général et nous avons des textes spéciaux. Donc, les textes. Donc, quand je parle de droit de société, nous avons un texte général et nous avons les textes spéciaux. Le texte général, c'est le DOC. D'accord? Et les textes spéciaux, nous avons deux lois. Nous avons la loi 596 et nous avons la loi 1795. La loi 596, c'est pour la SARL, enfin, je vais faire par négation, par récurrence. 1795, nous avons la SA, et les 596, vous avez les autres. Je ne sais pas est-ce que le schéma est clair ou pas. Oui, monsieur, elle est claire. Très bien. Alors, pour vous expliquer cette interaction entre les textes spéciaux et le texte général, je vais peut-être prendre un exemple et l'idéal serait de prendre un exemple que vous avez déjà traité. Vous m'avez dit que vous avez fait un peu de vous avez fait un peu de compta de société. Vous avez fait un peu de compta de société. Oui, monsieur. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez me parler de la réserve légale? La réserve légale. Qu'est-ce que vous pouvez me dire au sujet de la réserve légale? Monsieur, c'est une somme Allô? obligatoire de 5%. D'accord. 5%. 5% de quoi? Du bénéfice.
5% du bénéfice, d'accord, du bénéfice. Et je la prélève chaque année? Allô? Allô, allô, allô? Non, monsieur. Non, enfin, j'ai mal posé la question. C'est-à-dire, est-ce que je dois la prélever chaque année? Est-ce qu'il est obligatoire? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas de limite? Il est obligatoire. Il est obligatoire. Mais est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'il y a un moment où je peux cesser de prélever cette réserve légale? Est-ce que vous avez compris ma question? Non, monsieur. Non. C'est-à-dire, je sais que... Même? La mathématique, je ne vous ai pas entendu. Monsieur, Votre il a voix dit est chaque année. 5? Non, chaque année, chaque année. Oui, chaque année. Oui, ma question, c'est-à-dire, je suis en 2018, je prélève 5%, 2019 5%, 2020 5%, 2021, 2022, 2023. Est-ce qu'il y a un moment où je dois, est-ce qu'il y a un moment où je peux arrêter? C'est-à-dire, je me dis, le niveau de la réserve légale a atteint un niveau 2 et donc la réserve légale n'est plus obligatoire. Allô? Non, monsieur. Non. Ça, vous ne le savez pas. Allô? Non, monsieur, on ne peut pas les arrêter. Vous ne pouvez pas. Ça veut dire que c'est obligatoire et il n'y a pas de limite. C'est ça? Oui, c'est ça. Très bien. Très bien. OK. Ben, on va le vérifier. On va le vérifier. Alors, pour le vérifier, je suis dans une SA. D'accord? Donc, je suis dans une SA. Alors, généralement, vous, dans votre cours de droit de compta de société, vous avez l'habitude de travailler sur les SA. Donc, je vais prendre la loi 1795. Voilà, donc c'est la loi 1795. La loi 1795 relative aux sociétés anonymes. Ça va, c'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Donc ça doit être dans les 300, mais bon. Voilà. Donc, si je suis dans une société anonyme, eh ben, c'est l'article 329 qui me le dit. Il me dit à peine de nullité. Est-ce que l'écran est toujours partagé? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà, donc je vous laisse lire. Donc, je vous laisse lire l'article 329. À peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur le bénéfice net de l'exercice, diminuer le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement de 5% affecté à la formation d'un fonds de réserve appelé quoi? Appelé réserve légale. Le deuxième paragraphe. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale, je vous écoute, Excède le deuxième du capital. social. voilà. Donc, ce prélèvement, il cesse d'être obligatoire. Donc, je peux arrêter. Mais à quelles conditions? 10% du capital social. Il excède le deuxième du capital social.
C'est-à-dire quand le montant de la réserve légale excède le dixième du capital social, elle n'est plus obligatoire. Je pense que là, vous comprenez le sens de ma question. Ah oui, monsieur, oui. Très bien. Alors, on va appliquer ça. On va l'appliquer. Donc, je suis en 2010. Je réalise un bénéfice de 100. OK? Et j'ai capital, je dis n'importe quoi, hein, capital 100 dirhams. Donc, je dois prélever une réserve légale. Donc, dans mon exemple, en 2018, la réserve légale, elle sera de combien? Puisque j'ai réalisé un bénéfice de 100. Monsieur 5. J'ai réalisé un bénéfice de 100. Donc, 5 C'est dirhams. Très bien. 10%. Donc, où est-ce que je vais mettre les 5 dirhams? Là, 5%. Donc, dans le compte réserve légale, je vais mettre 5 dirhams. On est d'accord? Oui. Parce qu'on est en 2018. Donc, je passe à 2019. Je réalise un bénéfice de 50 dirhams. La réserve légale, elle est de combien? 2,5. 2,5. 2,5. Donc, mon bilan, il va changer. Donc, j'aurai un capital 100 et réserve légale, je vous écoute. Allô? C'est 2,5. Pardon? Monsieur 7,5. Non, mais n'oubliez pas. Très bien, n'oubliez pas que vous êtes déjà à 5. Donc, 5 plus Oui. 2,5, vous passez à 7. 7,5. À 7,5. Alors, ensuite, j'arrive en 2020. Je réalise un bénéfice de 50. La réserve légale, elle est de 2,5. Et donc, dans mon bilan, j'aurai quoi? J'aurai capital 100 et réserve légale 10. 10. 10%. 10. 10. 10. Donc, vous voyez bien que le compte réserve légale abrite un montant de 10 qui représente combien? 10%. 10%. Il représente, voilà, il représente 10% du capital social. Donc, en 2021, si je réalise un bénéfice de 200, je n'ai plus l'obligation de constituer une réserve légale. Donc, elle cesse d'être obligatoire puisque la réserve légale atteint, vous suivez? Oui, monsieur, atteint les 10%. Oui. Attends. Donc, je pense que vous avez compris l'idée. Hein? Vous avez compris. Oui, monsieur, oui. Oui, oui, monsieur. Oui, monsieur. Clair. Donc, Oui, monsieur. le prélèvement il est de 5% chaque année, mais ce prélèvement, il cesse d'être obligatoire quand on atteint 10% du capital social. C'est-à-dire que quand la somme que j'ai dans le compte réserve légale représente 10% du capital social, libre à moi, quand je dis à moi, en tant qu'Assemblée générale, libre à l'Assemblée générale de continuer à doter la réserve légale, comme il peut cesser de prélever la réserve légale. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à 10% du capital social. Ça veut dire qu'à partir de 10% du capital social, elle cesse d'être obligatoire. La réserve légale n'est plus obligatoire. Ça va, c'est bon? Oui, c'est clair, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. C'est bon, je monsieur. pense que ça doit être... bon, écoutez, ça suffit pour aujourd'hui. Je pense qu'on est très bien avancé. Eh bien, je vous dis allez, à vendredi alors. À vendredi. À jeudi. Jeudi, monsieur. À vendredi. Il y a que vous êtes libre vendredi. Oui, à quelle heure, monsieur? À quelle heure? Pardon? Monsieur, à quelle heure? À la même heure. Quelle heure? À la même heure. À la même heure. 17 Ah. heures. 16h45. Donc, on n'a pas cours le jeudi. Là, vous n'aurez pas cours jeudi. D'accord. Et كما بغيتو قبل
une séance de la comptabilité des sociétés. Oui. Et le Ah, vendredi. bon, On a déjà une séance. On a déjà On une a déjà séance. une séance. vous avez une Si نديرو séance الصباح là, vendredi مع التساليو. عندنا séance الصباح وعندنا séance مع 4:30. مع 4:30 عندكم كور.